Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler du banc des Los Angeles Lakers. Est-ce que ce banc est prêt pour la saison? Nous allons en parler. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors, le banc est important parce que il permet de pallier les blessures. On sait que l'équipe des Lakers est sujet à des blessures récurrentes. Beaucoup de joueurs ont été blessés ces dernières années et aussi l'année passée. Je pense notamment à un joueur comme Vanderbilt, on en a parlé. Rui Hachimura a été indisponible pendant un certain temps. Je pense notamment à Cam Reddish. Je pense à Gabe Vincent. Je pense à JHS, qui n'a pas été présent de toute la saison. Bon, il y a eu beaucoup de blessures. Finalement, LeBron et Anthony Davis étaient parmi les joueurs les plus réguliers de la saison. Même D'Angelo Russell a raté quelques matchs ici et là. Et donc, c'est une équipe qui est sujette à beaucoup de blessures. Dès lors, le banc doit jouer son rôle et le banc est important, ne serait-ce que pour ça. Mais le banc est aussi important pour aider certains joueurs à souffler. On pense notamment à LeBron James, qui est un joueur qui rentre dans ses 40 ans. Donc, on a besoin que ce joueur-là soit aménagé. On pense notamment à Anthony Davis, qui n'est pas un vrai 5. Dès lors, quand il est sur ce poste 5, il se frotte à des mecs qui sont beaucoup plus forts que lui physiquement. Bah forcément, il faut l'aider, il faut lui permettre de souffler. Mais aussi, le banc permet au coach de coacher tout simplement. On sait que souvent, il faut aller chercher sur le banc des solutions palliatives aux problèmes de l'équipe première. Si on peut revenir dans l'histoire des Lakers, l'ajustement qu'a fait Frank Vogel, par exemple, en 2000, en finale, lors du 6e match face à Miami, en rentrant Caruso dans le 5 pour commencer le match, eh bien, ça a changé toute la dynamique de l'équipe. On sait que, par exemple, que Dwight Howard était aussi sur le banc et que dans la série face à Denver, dans la finale de conférence, il est rentré dans le 5 de base. Donc tout ça, ça permet à l'équipe d'avoir des solutions. Évidemment, on peut avoir une équipe élite, mais qui a un banc un peu faible. Si on retourne dans l'histoire aussi, l'équipe de 2009 de Kobe Bryant & Co. qui a gagné le titre NBA, d'ailleurs je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, eh bien, force est de constater que cette équipe avait un banc plutôt faible. Parce que sur ce banc, à part Lamar Odom et Ariza ou encore Jordan Farmar, eh bien, l'équipe des Lakers n'avait pas beaucoup de solutions. Puisque le reste, c'était des DJ Mbenga, des Josh Powell, des Adam Morrison, Radmanovic était aussi dans cette équipe. Ah ouais, j'ai failli oublier Vujacic, qui était aussi un joueur de rotation. Et Luke Walton. Au début, Luke Walton était plutôt dans le 5 de base. Il faut pas l'oublier. Et après, Phil a fait rentrer Ariza dans le 5 et Luke Walton est sorti du banc. Donc, cette équipe des Lakers n'avait que 2, 3 joueurs, peut-être 4 au grand maximum qui rentraient et qui contribuaient. Je pense à notamment Vujacic sur le poste 2. Je pense à Farmar pour soulager un peu Fisher. Bien sûr, Odom, c'était le principal élément du banc. Et puis, Luke Walton. Et à part ça, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc, on peut avoir une équipe avec un banc relativement faible et aller jusqu'au bout. En revanche, l'équipe de 2020, dont on a parlé dans une émission précédente, avait un banc particulièrement fourni. Souvenez-vous, Dwight Howard sortait de ce banc. Il y avait KCP. Il y avait Kyle Kuzma qui était capable d'apporter de l'attaque directement. Il y avait un joueur comme Caruso qui sortait de ce banc. Donc, l'équipe était beaucoup plus dangereuse puisqu'elle pouvait faire des ajustements, apporter du 109, apporter de l'attaque, apporter de la défense, apporter du rebond, tout ça du banc. Et ça, c'était très intéressant. Et quand ils ont fait venir Markieff Morris, ça a changé la dynamique de l'équipe puisque ça a permis à cette équipe de pouvoir jouer en small ball sans compromettre la taille, le rebond et la défense de cette équipe.
Donc, le banc, ça peut être un facteur important. On vient de le voir avec l'équipe de 2020. Ça peut être un facteur un peu moins important. On l'a vu avec l'équipe de 2009. Bien que l'équipe de 2009, les joueurs qui sortaient du banc étaient très, très impactants, surtout un joueur comme Lamar Odom. Mais bon, de toute façon, je pense que le banc des Lakers n'est pas suffisant. Il manque beaucoup de choses. Pour moi, et vous allez le voir, il manque de l'expérience sur le banc. Il manque des joueurs qui soient capables de faire plusieurs choses. Des joueurs qui ne sont pas limités. Il manque un peu d'expérience sur le banc aussi. Il manque du playmaking sur le banc. Il manque aussi du QI basket sur le banc. Donc, il y a beaucoup de failles sur ce banc. C'est pour ça que pour moi, il est impossible que cette équipe aille jusqu'au bout de la saison sans faire un trade. Il y aura forcément un transfert qui se fera, un gros move qui se fera pour que cette équipe des Lakers puisse apporter du renfort sur le banc. Mais nous allons quand même analyser ce banc et voir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Ça y est, on connaît le 5 de base des Lakers, puisque le coach en a parlé dans une émission qui s'appelle Low Post. On connaît désormais ce 5 de base. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de surprises dans ce 5 de base, puisque c'est D'Angelo Russell et Austin Reeves qui est dans le backcourt. Sur les ailes, LeBron James, Rui Hachimura sur le poste 4 et Anthony Davis sur le poste 5. Aucune surprise à ce niveau, puisqu'on sait d'ailleurs que Jared Vanderbilt est blessé. Mais connaissant de toute façon la philosophie de JJ Redick, qui est un shooter, eh bien, il va plutôt privilégier Rui Hachimura. D'ailleurs, on reviendra sur sa conférence de presse avec Rob Pelinka qu'il a donné dans les locaux de UCLA. On fera une émission spéciale là-dessus parce que je trouve que c'est très intéressant pour comprendre la philosophie du nouveau coach des Lakers. Donc, le 5 de base n'apporte pas beaucoup de surprises. Si on analyse, si on lit entre les lignes ce que ce coach pense, quelle est sa conception du basket. D'ailleurs, il a dit, Rui Hachimura va être un joueur important dans son système et il va être un shooter. Un shooter surtout du coin, dans le corner. Donc, c'est intéressant d'avoir cette donnée-là en tête. Alors, des questions ont été posées sur Jared Vanderbilt. Il sera sans doute prêt pour le début de la saison. Mais comme il n'aura pas le training camp, comme il n'aura pas les matchs de pré-saison, je pense que la première semaine NBA, il sera pas là. Pour info, il a eu un traitement dans les 2 jambes, ce qui a ralenti sa progression et son rétablissement. Mais pas d'inquiétude, il sera là pour le début de la saison, même s'il rate le premier, le deuxième ou le 3e match. Je pense qu'il sera là pour la 2e semaine. Je suis un peu découragé par ce qu'il y a, puisqu'il y a Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino et Bronny James. Alors, Bronny James, je sais qu'il est listé comme un 2e arrière. Moi, je ne le vois pas en tant que 2e arrière. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. Premièrement, c'est un excellent ball handler. Il a l'instinct de son père. Il peut être le meneur de l'équipe parce qu'il a une excellente vision du jeu. Ça, c'est le pour. Le contre, c'est que pour moi, il n'est pas assez shooter pour être un shooting guard. Ce sera un shooting guard qui n'a pas de shooting. Et donc, pour moi, ça fait tâche. Donc, je pourrais le considérer statistiquement sur le poste 2, mais dans les faits, s'il doit apporter quelque chose, ce sera avec la balle en main. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce poste 1? Eh bien, on a un rookie qui n'est pas forcément un point guard, puisque je viens de vous faire la démonstration que même si je le considère comme étant un joueur avec un excellent QI basket et une vision du jeu qui est intéressante, ce n'est pas pour autant un meneur de formation. En plus, c'est un rookie. En plus, certains pourraient donner l'argument selon lequel il mérite pas sa place dans cette équipe des Lakers, mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Et les 2 autres, eh bien, ce sont 2 joueurs qui étaient absents la saison passée, pendant toute la saison, pour des questions de blessure. Bien sûr, Vincent est revenu à la fin de la saison pour les playoffs, mais il était à court de rythme. Il n'a pas
était impactant. D'ailleurs, son pourcentage à 3 points, je me rappelle plus, mais je pense qu'on parle d'une histoire de 20%, c'est-à-dire c'était catastrophique. Donc, vous avez d'un côté un vétéran qui était censé apporter beaucoup à cette équipe, mais qui était blessé presque toute la saison. Un joueur dont on ne sait pas dans quel état de forme il sera cette année, c'est Vincent. Et de l'autre côté, vous avez Jalen Hood-Schifino, qui est un rookie l'année passée et qui a raté toute la saison, donc il n'a pas eu son apprentissage de rookie. Donc, incertitude totale sur ce poste 1. Alors, sur le poste 2, les choses ne sont pas non plus définies parce que ici, vous avez Max Christie, qui est pour moi le joueur le plus intéressant derrière Austin Reeves, donc en sortie de banc. Et puis, il y a Maxwell Lewis. Maxwell Lewis, c'est pour moi plus un 3, mais c'est vrai qu'on peut le mettre sur le poste 2. Donc, moi, je le mets sur le poste 2, même si je peux comprendre qu'on puisse le mettre sur le poste 3. Bon, de ce côté-là, pour moi, il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Maxwell Lewis est-il prêt pour la NBA? On ne le sait pas. On l'a vu lors de la Ligue d'été, il n'a pas été exceptionnel. Donc, dans quel état sera-t-il? On ne sait pas. En revanche, je pense que Max Christie pourrait être intéressant puisque c'est l'un des joueurs les plus intéressants de ce banc parce que c'est un joueur bidimensionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un joueur qui peut contribuer tant offensivement que défensivement. Défensivement, pour moi, il a un potentiel énorme. Je sais que Darvin Ham ne lui a pas donné sa chance l'année passée. D'ailleurs, je l'ai déploré. Mais bon, ce joueur, apparemment, il a fait ce qu'il fallait pendant l'été. Selon le coach, il sera en excellente forme. Il pense que ça va être l'un des contributeurs de cette équipe des Lakers et je suis pas loin de le penser aussi. Vous savez que l'année passée, j'étais son avocat pendant toute la saison. Je disais, il faut donner sa chance à ce gars. En plus, j'ai vu des choses chez lui pendant la Ligue d'été l'année passée en termes de playmaking, c'était assez intéressant. Et son potentiel à 3 points est aussi très, très intéressant. Alors, ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est sa capacité à se démarquer pour se retrouver dans le dunker spot. Et ça, dans le système 5 out, on sait que les gens qui coupent vers la raquette sont très, très, très précieux pour ce système de 5 out que va implémenter le coach J.J. Redick. Alors, le poste 3 m'inquiète particulièrement parce que derrière LeBron James, c'est soit Cam Reddish ou alors Dalton Knecht, le rookie. Ce sont pour moi deux joueurs unidimensionnels. Qu'est-ce que j'entends par là? D'un côté, vous avez Knecht qui est le rookie, qui est un excellent shooter, en tout cas qui a le potentiel d'être un excellent shooter et même un excellent attaquant tout court parce que c'est quelqu'un qui est capable d'attaquer l'anneau. Mais en fait, ce qui le caractérise, c'est sa capacité à prendre des tirs extérieurs. Donc, c'est un joueur très intéressant offensivement, en tout cas sur le papier. Cependant, on connaît ses faiblesses. Et l'une de ses faiblesses, c'est la défense. Donc, c'est un joueur unidimensionnel. De l'autre côté, vous avez un joueur qui défend correctement, on va dire que c'est Cam Reddish, mais offensivement, c'est une catastrophe. Donc, sur le poste 3, en substitution de LeBron, vous n'avez pas énormément de solutions. Bien sûr, vous pouvez toujours broder avec des joueurs qui sont sur le poste 4, etc., faire des substitutions de joueurs qui sont pas forcément à leur poste, c'est tout à fait possible. Mais si on prend poste pour poste, le poste 3, pour moi, il est très faible. Le poste 4 est intéressant si Vanderbilt est en bonne santé pendant la saison. Derrière Rui Hachimura, c'est Vanderbilt qui est sur le papier le poste 4. Est-ce qu'il sera là? Eh bien, ça, c'est une question à laquelle je pense que j'ai déjà répondu. Il est attendu pour le début de la saison, mais c'est un joueur relativement fragile physiquement quand même et qui a un jeu très énergivore et dès lors, il est susceptible de se blesser. Mais il force de constater que sous ce poste 4, c'est là qu'il y a le plus de compétences, c'est là aussi qu'il y a plus de compétitivité entre Rui Hachimura et Jared Vanderbilt. Alors, sur le poste 5,
derrière Anthony Davis qui ne veut pas jouer à plein temps sur ce poste, eh bien, vous avez deux joueurs qui, pour moi, se complètent. D'un côté, vous avez Christian Wood, qui est un scoreur, rebondeur, un rebondeur correct, puisque c'est un gars qui tourne à 7 rebonds dans sa carrière, donc c'est tout à fait correct, mais défensivement, c'est compliqué. D'un autre côté, vous avez un joueur un peu plus athlétique, qui est capable peut-être de défendre un petit peu mieux, c'est Jackson Hayes, mais qui, offensivement, n'est absolument pas une menace. C'est un joueur en plus qui ne prend absolument pas de rebond. C'est un peu l'antithèse de Christian Wood qui a un sens du rebond. De l'autre côté, vous avez Jackson Hayes qui ne prend absolument pas de rebond. Et c'est très paradoxal puisque ce gars, il est assez athlétique, il est assez bondissant, mais il a un problème de placement. Il a pas ce petit truc pour le rebond. Ça, c'est vraiment un problème. Je pense que dans sa carrière, il doit être à 3 rebonds en moyenne, ce qui n'est absolument pas suffisant pour un 7-footer. C'est un mec qui fait 2m13, donc c'est pas du tout acceptable. Donc d'un côté, vous avez un joueur qui sait scorer, c'est Christian Wood, qui sait prendre des rebonds, c'est toujours Christian Wood. Et de l'autre côté, un autre qui ne prend pas de rebonds et qui peut peut-être défendre parce qu'il a des qualités athlétiques, qui peut contrer des tirs en deuxième rideau. Donc, sur ce poste, je pense qu'il y a deux joueurs unidimensionnels et c'est absolument pas suffisant. Et surtout, c'est pas des pivots lourds. Et surtout, encore, ce ne sont pas des rebondeurs offensifs. L'année passée, les Lakers étaient 25e équipe au rebond offensif. Et vous savez que dans la NBA d'aujourd'hui, c'est un gros problème. Alors, ça nous ramène aux 3 joueurs qui sont en two-way. J'ai nommé Castleton, j'ai nommé Koloko qui vient d'être signé et Traoré. Ces 3 joueurs, ce sont des intérieurs. Traoré, c'est plus un 4, mais il est tellement combatif qu'il peut être intéressant dans la raquette. Donc, c'est intéressant de voir que les 3 joueurs qui sont en two-way sont des joueurs d'intérieur parce qu'on sent que sur le poste 5, il y a vraiment des problèmes. Et on vient de le voir que sur le 3 aussi, il y a des problèmes. Sur le 2, il y a des problèmes. Et sur le 1, il y a des problèmes. Donc, c'est intéressant de voir que les Lakers ont plus intérêt à peut-être sortir un Castleton de son contrat two-way pour prendre plutôt un joueur de périmètre. En résumé, le banc des Lakers est très faible. Sauf si certains joueurs explosent, ce qui est possible aussi. Je pense par exemple à un GHS ou un Maxwell Lewis ou un Max Christie, ou alors que Reddish nous fasse la saison de sa carrière, ou alors que Christian Wood devient un joueur de double-double, ou alors que Connect devient un tireur extraordinaire qui défend, qui attaque l'anneau. Eh bien, franchement, il y a beaucoup de si. Et je suis pas très optimiste, en fait. C'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas assez de munitions sur ce banc. Il y aura forcément un trade. C'est pour moi presque certain. Il faut absolument être attentif à cela. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée au banc des Lakers. Un banc inexpérimenté, avec beaucoup de joueurs unidimensionnels et un banc qui n'a pas beaucoup de QI basket. Ce qui me fait penser que les Lakers ne peuvent pas aller au bout avec cette équipe. Il y aura forcément un trade. Nous allons rester auprès de cette équipe puisqu'il va se passer quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.